Bonjour Dominique, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux de t'avoir dans un endroit, alors on est juste dans l'arrière-cuisine, mais le Café Bellecour, qui est un superbe endroit et qui est une vraie histoire pour moi également. Dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est de pouvoir te présenter tout simplement. Ouais, bah alors bonjour, merci de ce petit entretien. Alors Dominique Casagrande, voilà, ancien sportif de haut niveau comme on dit, pendant quelques années, j'ai 53 ans. J'ai été étudiant, j'ai un cursus un peu particulier et puis je suis arrivé dans le foot, j'avais 23 ans. J'ai fait mes 10 ans et puis derrière je suis directement sauté dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et voilà, et aujourd'hui la tête d'un café que tu connais. Ok. Brièvement, ta carrière professionnelle, donc tu es passé par quel type d'équipe? Alors j'ai joué à Nantes, alors j'ai joué dans un club amateur et on est allé très loin en Coupe de France et j'ai été repéré par plusieurs clubs et j'ai choisi Nantes. Et ce qui a été fabuleux, c'est que ma première année à Nantes, j'ai joué au bout de quelques jours et on est champion de France. Donc c'est parti de là, voilà. Et derrière, je suis resté 4 ans à Nantes, je suis parti en Espagne, à Séville, j'ai joué 4 ans au PSG, 2 ans à Saint-Étienne et 2 ans à Créteil. Ok. Ton histoire dans l'entrepreneuriat, c'est arrivé juste après ta carrière de sportif de haut Ouais, niveau, du coup? c'était vraiment un choix. Ouais. J'ai arrêté ma carrière, j'ai eu quelques propositions de partir sur d'autres clubs de Ligue 2 parce que mon niveau correspondait à la Ligue 2 voilà, quand on vieillit. Et j'ai refusé, j'ai pas souhaité y aller, j'ai voulu de suite sauter dans le monde professionnel. J'ai travaillé 4 ans pour le PSG où je visitais les centres européens et je faisais la programmation du futur centre d'entraînement qui a été inauguré il y a un an à peu près. Donc voilà, et au fil des rencontres, j'ai choisi de devenir mon propre patron, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré là-dedans du coup Ben, dans cette aventure? la liberté d'être un patron avec tout ce qu'on va évoquer plus tard, mais c'est quand même une liberté. Et c'est vrai, quand on a fait 10-12 ans dans un monde professionnel de football où on est assez libre, c'était difficile de revenir à quelque chose qui allait me cantonner dans des cases et ça, je ne pouvais pas. Ok, d'accord. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a des moments déterminants dans ta carrière de footballeur et dans ta carrière d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a quelques moments qui t'ont marqué, et qui t'ont inspiré? Ouais, il y a des grands moments et des moments plus durs où on est vraiment au fond du seau, comme on dit, et des moments d'extase qui sont géniaux. C'est ce qu'apporte le monde du football professionnel et d'autres mondes du sport, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est des gros moments. Mais oui, des moments de doute. Voilà, un jour, je me suis fait casser la main par Georges Weah et j'ai entendu à 2 mètres de moi dans le vestiaire des agents proposer des gardiens or que j'étais là avec la main dans un sac en train de pleurer de la glace. Et voilà. Donc là, je me suis dit, c'était ma première année. Et là, je me suis fait attention où tu as mis les pieds. Ça peut être très dangereux et reste vigilant. D'accord. Et qu'est-ce que ça a développé chez toi, ça, du coup De faire attention à Ouais. avec qui on est, avec qui on discute. Et voilà, sans se mettre au-dessus, se mettre au niveau des gens. Et que ce soit nous en augmentant parce que les gens sont voilà, de notre niveau dessus ou en rabaissant pour se mettre au niveau. Mais voilà, que ce soit visible, intellectuellement et tout ce qui va avec. Mais il faut savoir avec qui on a affaire. D'accord, c'est ton environnement, il est très important du coup. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu as réussi à garder ça dans le monde du football, qui est quand même un monde un peu Ouais, moi dur. j'ai gardé, voilà, alors c'est dur, on fait quand même, on n'est pas sur les bords du route à faire du goudron. Hein. C'est quand même un monde de bisounours où les seules contraintes c'est les emplois du temps. Voilà, mais sinon après, il peut y avoir que du bon. Ouais. Avec des moments durs, mais qui restent des bons moments aussi. Alors quand je parlais de dur, il y a beaucoup d'enjeux financiers, donc je pense qu'il y a sans doute des pratiques qui sont un peu… Ouais, bien sûr, c'est toujours, voilà, faut être vigilant, faut être vigilant pour soi, pour sa famille, son entourage, pour ses investissements et ce qui s'ensuit. Et après, sur le reste, il n'y a pas de danger, c'est que du bonheur. Tu étais accompagné d'un agent déjà ou Ouais, moi, j'ai toujours eu toujours le même agent, j'ai D'accord. jamais changé. Ok. Et c'était un choix, et moi je participais aux discussions. Je voulais entendre ce qu'on disait à l'agent, je voulais entendre ce qu'il gagnait lui, je voulais savoir ce qu'on pensait de moi en premier avant de signer. Et j'ai fait toutes mes discussions, que ce soit en Espagne avec lui, et au moment après des négociations où l'agent est nécessaire, et bien là je m'éclipsais parce que j'avais entendu ce que je voulais. Ok. Et c'est là, quand tu parles d'entourage, c'est ça qui est important pour être dans un monde un peu plus… Ben ouais, c'est délicat entre la famille et les amis, et voilà, il faut avoir une famille stable aussi. Moi, je viens d'une famille, comme toutes les familles aujourd'hui, qui sont stables, mais il faut qu'eux aussi restent à leur place, et c'est la chance que j'ai eue de mon côté. Ouais, être bien accompagné, c'est important, effectivement. Ouais. Dans cette carrière sportive ou entrepreneuriale encore, est-ce qu'il y a eu des mentors, des personnes qui t'ont inspiré en fait? Ouais, sur le football, oui, j'ai rencontré, alors j'étais très proche des directeurs sportifs, moi. J'étais un enfant de Robert Budzinski, D'accord. voilà, très très proche de Robert Budzinski, qui était venu me chercher dans mon petit club.
Et tout ce qu'il pouvait dire, pour moi, c'était extraordinaire. Il comprenait ma vie, il savait que j'étais étudié avant, que je pouvais faire la fête le jeudi encore, mais il savait gérer. Et c'était un vrai rôle de directeur sportif comme il n'existe plus trop aujourd'hui, quoi. Attaché au club, le directeur sportif restait toute sa vie dans le même club. Voilà. Après, j'ai rencontré Jean-Luc Lamarche, qui a été très important aussi pour moi, au Paris Saint-Germain. Voilà. Et c'est vrai que j'étais pas en extase, mais j'adorais passer des moments avec eux, discuter. Et j'étais pas du tout sur le monde sportif, j'étais plutôt de l'autre côté, moi. Et qu'est-ce qui t'ont apporté du coup? Est-ce que tu as des choses que tu peux retenir et que tu peux nous partager? Ouais, d'apprendre qu'on fait attention à tout. Et d'apprendre qu'aujourd'hui c'est bleu, demain ça peut être rouge, mais ça peut redevenir bleu. Et qu'il faut s'adapter tout en respectant tout ce qu'il y a autour, tout l'environnement. Nantes était l'école du respect, mais du respect de la lingère. On allait au comptable, chez le comptable, mais c'était notre comptable, on allait chercher notre fiche de paye, comme ça on savait, voilà, on pouvait se faire expliquer. Aujourd'hui, voilà, c'est un autre monde, mais comme dans l'entreprise, on reçoit sa fiche de salaire sur sa boîte mail et on ne sait pas d'où ça vient et on ne demande rien. Donc je pense que ces gens-là, ce qui manque aujourd'hui, c'est la relation humaine. Ouais. Et c'est ce que j'essaie de garder moi. Okay. Et tu arrives à le retranscrire aujourd'hui avec ce que tu avais appris de ces mentors dans ton entreprise? Tout à fait. Okay. Vrai. Pour moi, c'est important, la proximité et de montrer qu'on est capable de faire. Voilà, chacun reste à sa place, bien sûr, mais dans un café, s'il faut nettoyer le sol, moi, ça ne me gêne pas et je sais le faire. Et ça ne me gêne pas de le faire quand les autres ne peuvent pas le faire. Voilà, mais il suffit de respecter les gens aussi. Ouais. Nous, on dit chez Coach Immédiat, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est l'humain au cœur de nos organisations. Ça te parle du coup, quoi. Ah ben moi, c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas continuer s'il n'y a pas ça. C'est pour ça que je voulais être j'ai été mon propre patron et je veux le continuer. Et je m'investis beaucoup dans toutes les affaires que j'ai eues, que ce soit dans la restauration ou les autres affaires, mais l'humain est primordial. Des mentors dans ta vie d'entrepreneur? Parce que tu as déjà eu de belles expériences? Oui, j'ai eu de belles expériences. J'ai eu la chance, de par mon vécu, d'en rencontrer. Et on en a parlé une fois, j'ai rencontré Bernard Tapie sur rendez-vous où il m'a reçu comme un rendez-vous, voilà, où il me reçoit chez lui, voilà, rue des Saints-Pères. Vous attendez, c'est votre tour. Et vous expliquez ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et en 2 minutes, mais c'est impressionnant quand on ressort de là, on est gonflé, on peut tout péter, quoi. Voilà, et c'était sa force, quoi. Alors on aime, on n'aime pas. Moi j'ai adoré parce qu'on pouvait parler tout, de football, de tout. La première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé, j'étais à Saint-Étienne, j'étais à la chambre d'hôtel et j'ai reçu un coup de fil. Voilà, la réception me passe Bernard Tapie. Alors moi je pensais que c'était une blague, hein. Voilà, quelqu'un se fout de ma gueule, la voix, voilà. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais à Saint-Étienne? Voilà, tu vas aller à Rennes, moi je connais du monde. Et il a passé ça et 30 secondes après il m'a dit, mais est-ce que je peux appeler ta femme? J'ai dit, ah ouais. Et en fait, voilà, il voulait faire tourner mon épouse dans un téléfilm. Qu'on va citer parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas. Cécile Siméon, voilà. Et il voulait la faire tourner dans un téléfilm. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce monsieur-là avait tous les moyens de pouvoir la joindre, de faire. Et il m'a appelé moi en tant que mari, lui dire, est-ce que je peux appeler ton épouse? Ouais. Et voilà. Et c'était ce respect de ce monsieur, et moi je l'ai toujours eu, quoi. Et alors quand tu arrives avec ton projet, que tu as rendez-vous avec lui, qu'est-ce qui fait que tu ressors avec une énergie incroyable? Parce que tous les points négatifs deviennent positifs et d'arrêter de se poser des mauvaises questions qui sont peut-être des questions, et on va le retrouver plus tard, quoi, ces questions négatives, on va être confronté à ça. Mais on part gonflé parce qu'il sait qu'on va réussir, il sait qu'il te pousse à réussir. Et ouais, moi, ça a duré 20 minutes. Mais tu sors là, tu penses que ton projet c'est le meilleur au monde. Alors après peut-être il passe pas, mais tu es sûr de toi et tu y vas. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Alors, comment chez toi tu arrives à maintenir un niveau de motivation alors quand tu étais sportif aujourd'hui sur un championnat qui peut être long, mais aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, on le voit, il y a des hauts débats, il y a de l'actualité, il y a des activités différentes. Comment tu arrives à garder ce niveau de motivation? C'est indispensable. Si le capitaine du navire ne montre pas qu'il a une motivation, voilà, donc on peut avoir tous les problèmes du monde. Et moi ce que j'explique à toutes mes équipes et dans toutes les sociétés que j'ai eues, c'est que les problèmes on en a tous, mais les problèmes on les laisse à l'entrée. Quand on passe la porte, il n'y a plus de problème pour les autres. Mes problèmes ne sont pas les problèmes de mes collègues de travail, de mes employés, des équipes qui travaillent autour de moi. Et ce que je leur dis, que vous avez des problèmes, mais ce ne sont pas les nôtres. On peut en parler, mais il ne faut pas que ça rejaillisse sur l'ensemble de l'équipe, sinon ça devient négatif. Donc voilà, et cette motivation, on l'a tous les jours. Moi, tous les jours, je viens au travail avec envie de travailler. Voilà, ça ne m'arrête pas. J'ai eu un président à Nantes qui s'appelait M. Scherer, qui était le président de la biscuiterie nantaise, qui nous avait dit, et il a insisté là-dessus, qu'il faut avoir du plaisir pour le travail, il faut travailler, et sinon arrêter, il nous avait dit. Et un jour, il a débarqué à l'entraînement, il a dit, voilà, je voulais apprendre l'exclusivité, j'ai plus envie d'aller à la BN, je quitte le groupe. Et il a quitté le groupe.
Voilà, et alors c'est facile à dire voilà, quand on a été patron et qu'on a les moyens de quitter, mais il faut le faire aussi, parce que c'est toute une vie. C'est une forme de courage quand passion. même. Ouais. Et je pense que quand on n'a plus envie, il faut changer. Donc pour toi, la motivation, c'est l'envie, ce que j'entends, et c'est le passer à l'action, c'est travailler, c'est être dans l'action, tu ne réfléchis pas quand tu avances. Ouais. Et puis le travail. Mm. Voilà, c'est tous les métiers aujourd'hui. Et quand on aime ce qu'on fait, c'est la chance que j'ai, c'est que tous les métiers par lesquels, voilà, ce sont des passions avant. Et quand ces passions se transforment en métier, la barrière, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, quoi. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu es passé justement d'un sportif de bon niveau à un sportif de haut niveau? C'est quoi? C'est justement le travail ou c'est… Moi, j'étais dans mon club amateur, la charge de travail, mais sans jamais penser. J'étais étudiant, je faisais une maîtrise de sport et management. Voilà, j'étais parmi tant d'autres. Et après, la chance aussi, hein, au bon moment, au bon endroit. Et voilà, et ça passe. C'est pas passé pour d'autres qui étaient peut-être meilleurs que moi. Voilà. Moi, je trouvais des gardiens dans mon monde amateur qui étaient meilleurs que moi, mais c'est tombé sur moi. Je n'avais pas les plus grosses qualités physiques, mais je pense que mentalement, je faisais partie des gros et j'ai jamais lâché. Et puis moi, la force de travail, j'arrêtais jamais, quoi. Quand tu parles de mental, tu parles de quoi exactement? C'est quoi pour toi cette force, ce petit plus que tu as par rapport à d'autres certains? Le goût de l'effort. Ouais, je pense que le goût de l'effort, j'ai pas de temps, j'ai pas d'horaire, j'ai rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai pas de, voilà. Et le goût de l'effort, c'est important. Et cet effort vous amène à vous surpasser, mais amène tout le monde derrière. Et gardien, c'est un peu… C'est difficile parce que gardien, vous mettez en avant dans un vestiaire, mais vous ne savez pas si vous n'allez pas faire une boulette derrière. Donc il faut avoir le courage de se mettre en avant, de dire allez les gars on y va et que vous derrière, voilà. Un joueur, ça peut se masquer, ça peut se déguiser. Un gardien, il n'y a pas droit à l'erreur, derrière c'est but. Hein. C'est fatal. Donc le moment où on décide de parler, voilà, il faut être sûr de soi. Moi j'ai vu des gardiens, j'ai vu des Bernard Lama qui étaient capables de faire une erreur, mais 2 minutes après il avait oublié. Pour moi, et j'ai appris avec ces gens-là. Des Jean-Luc Ettori, qui était capable de prendre un but gag, mais Fabien Barthez c'était le même. Ouais. Une sorte d'insouciance et qui leur faisait oublier ce petite partie et ils redevenaient les meilleurs après. Voilà. Et là-dessus, j'ai appris beaucoup avec ces gens-là. D'accord. Donc tu arrivais à te reconcentrer sur la suite Voilà, rapidement c'est éminent. Et faire le focus, quoi. Voilà. On le retrouve dans le sport. Aujourd'hui, je fais beaucoup de paddle et une erreur, si on passe 5 minutes dessus, on a pris 3 jeux, quoi. Par contre, quand on joue avec toi, il ne faut pas faire d'erreur, sinon on se fait engueuler. Hein. J'ai vécu l'expérience. Non, mais je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Comment ça peut tourner très très vite et voilà, et c'est le goût du quotidien. Ouais. Justement, on parle de gestion du stress. Comment tu le gères, toi, un gros événement, un moment compliqué dans une entreprise? Moi, je trouve que quand c'est préparé, quand c'est travaillé, il ne faut pas être surpris. La surprise, elle est jamais bonne et le travail qui est fait en amont est indispensable. C'est comme un café, si à midi personne n'est prêt et on prend 150 couverts, c'est pas possible. Tandis qu'on le sait, si on a travaillé avant, si on est prêt pour ça, et la préparation est primordiale. Moi, ce que je retrouve dans le restaurant et que j'adorais dans le football et que j'adorais aussi dans les réalisations quand je passais dans les cars régie, c'est que le direct, on n'a pas le droit de se tromper. Mais s'il est travaillé, c'est pas grave. C'est qu'on aura toutes les réponses, on saura réagir à tout, quoi. Dans ce que j'entends, toi, tu parles de tout ce qui est préparation, t'évites le stress en fait, parce que comme tu es prêt, en fait, c'est OK, quoi. Il y a une réponse à chaque il y a une petite case qui va se venir combler le trou. Et celle qui est émotionnelle, qui est irrationnelle, est-ce que toi tu l'as déjà vécu ou est-ce que tu avais des coéquipiers qui… Oui, il y en a qui le géraient. Ouais. Toi, c'était OK par rapport à ça? Tu ne te projetais pas dans des trucs incroyables? Non. Et peut-être ça fait défaut aussi. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, je ne me posais pas trop de questions. Tu arrives, tu es entraîné, tu es prêt, pareil pour ton établissement. Tout à fait. Ce qui doit arriver arrive, Ouais. s'il y a toujours de l'imprévu. Mais il faut avoir juste la réponse qui est le plus adéquate possible et qui va permettre d'avancer. Ok. Et normalement, elle a été préparée en amont, donc tu as déjà les scénarios. Pour moi, tout ce qui est en amont, voilà, c'est un peu ce qu'on travaille. Après, j'ai une autre activité, la sécurité. C'est un peu ce qu'on travaille. Voilà. Il faut être prêt à toutes les éventualités. Ouais. Et quand c'est prêt, eh bien, on prendra la bonne réponse. Il sera peut-être la mauvaise, mais il y aura de suite une réaction. Ok. La préparation prioritaire, quoi. Ouais. Okay. On parle de préparation mentale de plus en plus. Alors, tu me disais que ça commençait à ton époque. Moi, je l'ai connu à Saint-Étienne la première fois. Comment ça s'est passé, du coup ? Préparateur. Et c'est vrai que c'était surprenant. C'était des gourous à l'époque. Tout à fait. Non, mais c'était ça. C'est quelqu'un qui arrivait de Suisse, des cheveux longs, qui nous faisait des trucs incroyables au bord du terrain le samedi matin avant les matchs. Et c'était des gros fous rires. Mais voilà, et après, on apprend à découvrir quelques petits points mais qui sont nécessaires aussi. Mais c'est vrai que
Les premières séances, surtout collectives. Après, quand on passait individuellement, c'était pas pareil. Mais collective, on a toujours l'impression d'être ridicule. Et en individuel, tu avais l'impression que ça t'apportait des choses du coup. Ouais. T'as Beaucoup de vision de match. Lui, il nous faisait répéter de vision de match, d'arrêt qu'on avait fait, se projeter sur le match. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'à tel moment, ça allait avoir la réaction. On l'avait peut-être déjà préparé, anticipé. Et voilà, c'est ce qu'il nous préparait beaucoup là-dessus. Sur la visualisation. Tout à fait. Qui font partie de la préparation mentale. Nous, c'était son gros point. Mais collectivement, c'est dur. Puis tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Donc, Mais la préparation mentale, c'est un sujet personnel en fait. Oui. Et puis, il faut avoir envie. Chacun répond en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est difficile en groupe, surtout avec 15 types qui ont envie de déconner et pas autre chose. Mais chacun a son histoire, chacun a ses enjeux, et encore plus dans le foot moderne où les gens bougent beaucoup de club en club, donc ils ont quand même… Ok. Tu as eu affaire à la préparation mentale ailleurs après dans ton truc? Non, pas forcément. Non, on a vu pendant les Jeux Olympiques que quand même ça commençait à se démocratiser. Ouais, mais je pense que et que des gens comme Teddy Riner étaient depuis longtemps accompagnés. Et puis c'est des postes très importants. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les gros clubs, les fédérations, moi, je sais que dans les clubs de rugby de haut niveau ont tous un préparateur mental qui les accompagne. Et voilà, et ça fait partie. Pourquoi il n'y aurait que le physique alors que le mental est si ce n'est plus important? Le physique se répare, pour moi, le mental peut ne pas se réparer. Et puis alors toi qui as cet œil affûté ancien professionnel, tu le vois, la posture quoi. Quand les mecs ils lâchent dans un match, tu vois physiquement que tu dis… lui ils y sont plus quoi. Non mais ça, y compris un coach. Un coach dans un vestiaire, moi je pense que c'est pire parce qu'un coach, voilà, c'est une bande de branleurs que vous avez en face. De 25 à 30 ans qui attendent qu'une seule, c'est l'erreur de syntaxe, c'est l'erreur de l'écrit. Et la posture et la manière de parler, la faille elle va être vite trouvée. Et je trouve que les coachs, mieux maintenant, mais à notre époque, n'avaient pas ça parce que ça ne faisait pas partie de la culture, mais les joueurs trouvaient la faille. Et t'en as un qui t'a marqué toi dans les vestiaires? Un coach? Ouais, j'en ai. Après, je reste sous le mentor Coco Siodo, qui lui déjà, je pense, faisait pas. Lui, il pouvait être son préparateur mental. D'accord. Lui, il axait beaucoup là-dessus, quoi. Puis très protecteur, mais très dur, mais tout passait. Et il pouvait nous dire des horreurs, mais nous défendre devant des journalistes, mais il savait le faire et il faisait passer ça à un groupe, ce que les autres ne savaient pas faire. Lui, je pense qu'il était en avance sur tout ça, sans le dire. Les mots n'étaient pas posés, mais c'était très important. En fait, en réalité, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est devenu une activité, c'est devenu extrêmement important. Mais moi, je trouve que c'est indispensable. Et aujourd'hui, pour des chefs d'entreprise, pour gérer des équipes, pour gérer des égos, pour gérer des difficultés, pour gérer des réussites, c'est peut-être encore plus dur pour gérer des réussites. Et savoir gérer tout ça, moi, je trouve qu'être accompagné, chacun sa spécialité, chacun la bonne personne au bon endroit. Après, voilà. C'est vrai que nous, on accompagne des équipes et on se rend compte que le manager ou le dirigeant, c'est pas forcément la bonne personne à un moment donné et qu'il faut avoir un peu de recul et ça fait du bien. Et puis ça permet aussi à l'entrepreneur de prendre un peu de hauteur. Et puis le poids sur les entrepreneurs, qu'ils soient plus ou moins gros, c'est gigantesque, quoi. Et quand tu ressors d'un rendez-vous comme un mentor, comme Bernard Tapie, tu ressors en plus… Ah mais t'es gonflé, tu penses que mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que ça te permet d'avoir une autre perspective des choses en fait. Donc tu penses que tu as gagné, comme quand on joue au loto, dans un quart d'heure on pense qu'on va gagner. C'est ça. C'est pareil. C'est un petit plaisir, après on revient dessus, mais on va se servir de tous ces petits points. Exactement. On parlait de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi, que tu vis? Alors tu vis déjà la solitude du gardien de but. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le parallèle. Seul dans sa cage. Donc tu es très seul, tu ne t'entraînes pas avec les autres, c'est très rare, tu fais la fin de semaine avec les autres. Tu es dans un monde complètement, tu es un monde à part, c'est pas les mêmes entraînements. Donc tu as déjà une certaine… Tu n'es pas habillé pareil. C'est vrai, c'est vrai. Tu joues pas pareil, équipe, mais t'as pas le même. Tu joues avec les mains, donc c'est pas pareil. Donc déjà tu as un esprit de solitaire. Et l'entrepreneur, oui, tu retrouves plein de choses. Aujourd'hui, tu peux te retrouver seul, dans le bon, dans le mauvais, mais c'est des moments, si tu n'as pas les gens autour, la famille autour, ça peut être compliqué. Des périodes dures, tu as dit, moi j'ai une grosse affaire où on a vécu des périodes très dures, et il faut savoir les passer. Et une fois qu'elles sont passées, le creux il est passé et on repart sur du bon. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de combler ça? C'est quoi? C'est un entourage de professionnels? C'est ta famille? L'entourage, j'ai confiance en toi aussi. Ouais. Et si toi, tu es capable de montrer à tout le monde que tu vas réussir et tu t'en donnes les moyens et que toutes ces difficultés, tu les mets de côté, quoi. Alors, c'est sûr, il y a des nuits qui peuvent être très dures. Hein. Et comme partout, comme quand tu es gardien. Et là, tu es seul. Oui, et là, tu es bien seul. Et puis, pire la nuit encore. Alors, moi, j'ai la chance, j'arrive à bien dormir. Mais ceux qui ont des difficultés à dormir, la nuit, c'est jamais le bon, la nuit. Hein. Ouais. On voit tout le négatif. Hein. On peut vite passer à autre chose. Tu m'enchaînes bien parce que je parlais d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Est-ce que tu as des recettes, toi, pour justement avoir cet équilibre Non, pas des recettes. Non. Juste En une tout belle cas, famille. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, moi, voilà, je heureux depuis très longtemps et ça se passe très bien. On a nos activités, on est collés l'été, on est très famille, et très famille des deux côtés, jusque très loin. Mais c'est très important, c'est une stabilité. Mais y compris à la maison, des fois, on ne balance pas tous ces problèmes aussi professionnels à la maison. C'est dans les deux sens. Problèmes familiaux, on ne les met pas au boulot, mais professionnels, on peut préserver l'autre pour passer à autre chose, justement, qu'avoir du bonheur. Il faut trouver cet équilibre où on doit parler justement pour dire aujourd'hui ça ne va pas dans mon boulot, mais on ne doit pas non plus mettre toute la famille sous l'eau et amener tout le monde avec. Okay. Et ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire et au quotidien, parce qu'il n'y a pas que les vacances, il y a le reste de l'année. Tous les jours. Ouais. Puis nous, on est deux chefs d'entreprise à la maison. Ouais, parce que ta femme est très active aussi. Donc, donc voilà, et les problèmes, c'est pour les régler, c'est pas pour assommer l'autre. Ouais. C'est pour trouver des solutions ensemble et échanger en permanence. Et vous parlez beaucoup de travail du coup? Ah ouais. Sans rentrer dans le dur, mais on parle de ce qu'on fait, comment on le fait, et qu'est-ce que tu ferais toi, et voilà. Alors c'est sûr, elle ne fera pas la cuisine, elle fera pas le service. Hein. Mais je n'irai pas non plus faire la déco. Donc chacun a sa place. Voilà. Bien sûr. Mais on s'écoute beaucoup. Ouais, donc c'est un appui en fait, que vous avez ensemble. Tout à fait, ouais. Top. J'ai une dernière petite question. On a un programme qui s'appelle Pas de plan B. Pas de plan B, ça évoque quoi pour toi du coup? Il y a un bar qui s'appelle le plan B. C'est vrai, je le connais. Donc voilà, donc pas de plan B. Ça m'évoque ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'a peut-être pas besoin de plan B si tout est prévu. Et si tout est prévu, alors avec des étapes différentes, mais changer complètement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de concevable. D'accord. Tellement j'aime préparer en amont tout ce qui se passe. Et j'aime maîtriser par ce qui a été fait avant, par la préparation. Donc le plan B, pour moi, c'est toujours compliqué parce que ça peut être des surprises. Et je ne sais pas si j'en serais capable. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais pour moi, je ne sais pas si je serais capable de bifurquer directement sur un plan B. Alors ça veut dire qu'en gros, quand tu pars sur un projet professionnel ou autre, tu te prépares beaucoup à l'avance. Tout à fait. Ouais. Tu analyses à peu près tous les scénarios possibles et à partir du moment où c'est OK, tu fonces. Quoi. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été comme ça. Ouais. Voilà, c'est peut-être une forme de… Je ne sais pas comment ça peut être qualifié, mais moi j'aime bien maîtriser ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire et jusqu'où je vais le faire. OK. Bon, merci en tout cas pour plaisir. Cet entretien, j'étais vraiment ravi. Pas tout à fait le Café Bellecour, mais on est dans les… Alors pour la petite info, il y avait beaucoup de vent et on est à l'abri, là on est bien. Et aller au Café Bellecour, parce que c'est un super endroit. Moi, ça doit faire pas loin de 20 ans que je viens. Et je suis super content que Dominique l'ait repris parce que, il y a de l'humain et il a gardé l'établissement tel quel et ça, c'est chouette.